Donc bonjour à toutes et à tous. Donc difficile après la pause déjeuner de réenclencher en tout cas notre réflexion autour de la question des parcours et comment aujourd'hui les associations de solidarité sont une des parties prenantes pour les construire avec les personnes concernées, les personnes accompagnées. Et nous allons réinterroger, puisque vous avez vu Monsieur Robert Lafaure aussi monter sur cette estrade, poursuivre notre interrogation aussi sur le rapport entre l'individu et le collectif. Donc ce matin, nous avons regardé du côté de l'accompagnement des enfants et je vous propose pour cet après-midi que nous poursuivions dans l'avancée en âge et de nous interroger sur l'accompagnement des adultes. Je reprendrai ce qui a été posé en introduction par Christine, c'est-à-dire qu'il sera difficile pour nous d'avoir une présentation exhaustive et que nous avons effectivement fait, j'allais dire, des choix dans notre présentation, puisque consacrer 1h15, 1h30 à l'accompagnement des adultes, ça peut paraître effectivement un temps extrêmement réduit. Et nous avons donc choisi deux angles, deux approches complémentaires pour questionner les leviers, les limites que sous-tend le parcours d'une personne accompagnée. Et nous viendrons à nous poser les questions de l'articulation entre la personne, les associations, les institutions et interroger aussi ce nouveau paradigme qui centre l'accompagnement sur la personne, avec la personne. Donc pour accompagner cette réflexion, donc, vous l'avez vu, j'ai trois personnes à mes côtés. Le témoignage de deux acteurs engagés. En tout cas, moi, je me permets de les qualifier de cette façon-là. Monsieur Bruno Voyer de l'UNAFAM, l'Union des Amis et Familles des Malades Psychiques, et Michel Maugan, à ma droite, directeur du Centre Saint-Vincent-la-Nouchaine. Alors, une même question pour eux deux. Comment accompagner, penser le parcours, le parcours avec les personnes? Comment le penser aussi avec les familles? Pour croiser ces regards, vous l'aurez donc compris, Robert Lafaure viendra enrichir ces deux témoignages. Donc, Bruno Voyer, vous allez nous parler des personnes concernées par la santé mentale. Votre intervention se nourrit de ce que vous appelez votre savoir profane, donc savoir que vous avez acquis, accumulé, d'abord comme père d'un enfant souffrant d'un handicap psychique, puis comme administrateur de l'UNAFAM. Donc Bruno, je vous donne la parole pour nous dire comment aujourd'hui accompagner ce que vous qualifiez des trois parcours de vie, alors que moi je vais découper très rapidement le soin, le logement et l'activité. Merci. Tout le monde m'entend? Oui. Merci à l'UNIOPS de m'avoir invité. Les questions de santé mentale sont gravissimes aujourd'hui. On n'en parle pas suffisamment. Tout à l'heure, il y a un intervenant ici qui a dit, concernant les ITEP, on n'a pas de famille de jeunes. Je l'ai vu à la sortie, je lui ai dit, vous n'en aurez pas. Vous n'en aurez pas parce que quand la maladie surgit dans la famille, c'est un désastre. C'est un désastre, c'est un séisme, tout le monde est concerné, tout le monde est touché. Et il y a une période de latence telle pour comprendre ce qui se passe que il faut attendre peut-être 10 ans pour que les gens se relèvent en sachant de quoi ils retournent et commencent à se retrousser les manches. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, et vous le savez très bien, l'handicap psy est aujourd'hui visible à la rue. On va en parler tout à l'heure. S'il est visible à la rue, c'est la tête d'un iceberg du non-accompagnement, ça c'est clair. Mais c'est aussi le fait que les parents se sont levés très tard parce que il y a toute une stigmatisation de nos proches et puis de nous-mêmes par la même occasion. Et voilà quoi, cet engagement vient souvent sur le tard. Et quand vous regardez les questions de l'UNAPI, la déficience intellectuelle, là, vous êtes sûr, vous avez effectivement un paquet de structures d'accueil parce que les parents ont été jeunes, ils ont relevé leurs manches et puis
Et puis ils sont partis pour accueillir tout ça, toutes ces questions. Avant de parler de ce que Thierry vient de dire, la question du trépied de la bonne santé. Pour être en bonne santé, il faut avoir des soins réguliers. Bon. Il faut avoir un logement. Nous, on dit souvent un logement accompagné, parce que la prothèse de nos proches, c'est l'accompagnement humain. C'est exclusivement l'accompagnement humain, et ils souffrent effectivement de ces questions ils n'ont pas la bonne distance avec... ils sont soit dans la fusion, soit dans l'éloignement. C'est vraiment une maladie du lien social. C'est vraiment une maladie du lien social. Donc il faut un accompagnement, logement accompagné, et au mieux, il faut un travail ou une activité. Donc le trépied de la bonne santé, c'est des soins, un logement, une activité. Avant de développer tout ça, je voudrais vous reprendre les 4 points. Les 4 points du plan Psy Santé Mentale du 5 juillet 2011 sur la question de comment prévenir et réduire les ruptures. Parce que, bon, vous imaginez bien que quand il y a une rupture de soins, une hospitalisation, ça coûte très cher. Selon les hôpitaux, c'est entre 600 et 850 euros par jour et par personne. Alors que pour ceux qui, et ça vous en faites partie tous là, parce que vous avez des fonctions fortes dans le tissu associatif, tout ce qui concerne les SAVS ou les SAMSA, c'est quand même beaucoup moins cher. Les services d'accompagnement à la vie sociale, ça tourne autour de 20, peut-être 25 euros par jour et par personne, mais pas tellement plus. Donc comment prévenir et éviter les ruptures? Alors, le plan avait nommé 4 axes. Premièrement, au cours de la vie de la personne malade, il faut soutenir la parentalité, lutter contre le stress, donc avec toutes ces questions de type santé-ville, là, la démarche santé-ville. Il faut détecter au plus tôt la maladie, parce que plus on va le faire tôt, mieux on se portera et plus la personne pourra recevoir des soins. Il y a la question des urgences aussi. La question des urgences, c'est quand nos proches décompensent, c'est épouvantable. C'est épouvantable parce que le système, si vous voulez, le SAMU social psychiatrique ou le SAMU social sans, avec un psychiatre, quoi, je veux dire, bon, ça ne marche pas tellement. Donc c'est les pompiers qui arrivent, les gendarmes. Je ne vous dis pas, je l'ai vécu, tout ce que je vous exprime, là, je l'ai vécu. Donc je ne vous dis pas le drame familial. Le drame familial. Alors, il faut surtout anticiper. Je crois que si on retient un seul mot de ces 4 axes qu'a défini la loi, c'est celui-là qu'il faut retenir, anticiper. D'ailleurs, c'est vrai aussi pour tout. Lorsque vous avez des coups durs, vous vous en sortirez bien si vous anticipez. Mais il ne faut pas anticiper tout seul, il faut anticiper en groupe, c'est-à-dire il faut anticiper avec la famille, avec le social quand il existe, mais surtout avec le médical, c'est-à-dire avec le CMP en fait. Le deuxième axe, c'était comment prévenir et réduire les publics selon les publics et les territoires. Je dirais que ce qui caractérise aussi la psychiatrie en France, bon, je vous rappelle que c'est à peu près 57 000 lits, à peu près. C'est que, ayez ça en tête, un tiers des psychiatres sont en Île-de-France. Et 80% exercent dans des villes de plus de 50 000 habitants. Alors, ça vous donne, si vous voulez, une idée des déserts médicaux et aussi, si vous voulez, dans le cadre des MDPH, parce que les MDPH, ils ont à traiter les dossiers, ils ont à regarder, et souvent, moi je suis actuellement dans le groupe de François Chérec, pauvreté et handicap, et on n'arrive pas, il y a des piles de demandes qui s'entassent et on n'arrive pas... Parce qu'il n'y a pas suffisamment de psychiatres dans certains départements. Et prévenir et réduire les ruptures entre la psychiatrie et son environnement sociétal. Alors, comment... Parce que nos proches sont stigmatisés, mais les psys aussi, quelque part. Alors, comment faire pour déstigmatiser tout ça? Comment faire pour... mais c'était un 4e point qui
qui étaient portés. J'ai retenu seulement, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est des Mad Day, des jours où il y a aussi des Mad Pride, ou je sais pas quoi, la Mad Pride a regroupé 500 personnes il y a peu de temps. Nous, on va tenter la Mad Day. Bon, je ne sais pas si ça marchera, mais travailler avec la télévision, moi je sais que j'essaye de travailler avec eux pour qu'ils évitent sans cesse de dire que nos proches sont des violents, des assassins. Quand on sait qu'ils sont... c'est des proies faciles. Hein. C'est des proies faciles. Ils sont 10 fois plus volés que la norme. Hein. Et ils ne tuent pas tellement plus. Hein. En fin de compte, ils tuent autant. Hein. Pour être très franc. Hein. Ah non, c'est pas des... Alors par contre, ce qui est vrai, c'est que lorsqu'ils sont en rupture de soins, lorsqu'ils sont isolés, donc rupture de soins, isolés, et lorsqu'ils fument du cannabis, lorsqu'ils prennent des toxiques, ça, les 3 trucs, c'est un mélange explosif. Alors, le 4e point, c'était prévenir et réduire les ruptures entre les savoirs. C'est un peu ça que le plan disait. J'allais dire, faire en sorte que les généralistes et les infirmières soient quand même un peu au courant de ce que c'est que la maladie, un peu reconnaître les affaires, parce que souvent c'est déconcertant. Et puis développer du partenariat avec les aidants. Alors, vous savez, les psychiatres, ils nous ont tenus très longtemps à l'écart. Depuis 10 ans, ça bouge. Ils estiment qu'on est central dans le dispositif. Bon, je crois qu'il est temps. Ce que Thierry a dit tout à l'heure, les 3 points que je vais développer maintenant, je ne suis pas trop long. Je ne vois pas. Bon, 14 heures. Les 3 points que je vais développer maintenant, c'est ce qu'on essaye de porter, nous, au niveau des différents ministères, au niveau des administrations. Pour faire un peu bouger les choses. Alors, d'abord, ce que je voudrais resituer, mais vous le savez aussi bien que moi, puisque vous êtes dans la partie, l'importance de la souffrance psychologique, tout le monde la connaît à peu près. Hein. Souffrance psychologique, on dit une personne sur 4, 5 consulte pour dormir le soir, parce qu'il y a eu un divorce, il y a eu une rupture de travail. Bon. Ça, c'est ce qu'on appelle la souffrance psychologique. Mais la souffrance psychique, c'est quand même très important. Je voudrais quand même que... alors, ces chiffres que je vais donner, je ne les sors pas de mon chapeau. On en a longtemps discuté avec Christian Muller, qui est le président des CME de France, là, conférence médicale d'établissement. Il m'a dit la souffrance psychique, c'est 10% de la population. Je crois quand même que 10%, vous allez me dire, c'est complètement fou. Oui, c'est fou. C'est 4% de dépression sévère, de gens qui ne pourront pas s'en sortir s'ils ne prennent pas des médicaments, ils font des dépressions. Et c'est 6% de souffrance, de souffrance psychiatrique. Alors, vous allez me dire, c'est complètement dingo. Oui, mais dont 3% de sévères. Donc on parle souvent de ces 3%. Mais on ne parle pas des gens qui, au sein de leur entreprise, sont en souffrance psychiatrique, mais qui ne se soignent pas forcément. Et nous, on le voit bien lorsqu'on intervient dans des grandes entreprises. Je pense à la RATP. Je suis intervenu à la RATP, à France Télécom, chez Elior, pour le maintien de la personne dans l'emploi. Au départ, on dit à tout le monde, vous savez ce que c'est, la souffrance psychique ? Les gens vous disent non, ou il y a une main qui se lève sur une quinzaine, et puis à la fin, il y en a beaucoup plus que ça. Resituer l'importance de la question de la santé mentale, c'est dire aussi que c'est 1% des causes d'invalidité. C'est la première cause, d'invalidité. La deuxième cause d'arrêt de travail et la troisième cause dans le rang des maladies chroniques les plus fréquentes. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, 86% des soins se font en ambulatoire. Les CMP règlent 86% des soins en ambulatoire. Mais rappelez-vous, dans les années 50, 60, 50, il y avait des grands asiles de fous, loin des villes, loin des familles.
Et puis avec les médicaments et tout, tout le monde est revenu en ville dans les années... Enfin, ça s'est échelonné, mais enfin, à partir des années 60, les gens sont revenus en ville. Le nombre de lits d'hospitalisation a chuté, c'est gigantesque. Hein. Je n'ai plus les chiffres ici, mais enfin, ça a chuté en 20 ans de moitié, je crois, de mémoire. Bon, la seule difficulté majeure, c'est qu'il n'y a jamais eu aucun accueil, aucun lieu d'accueil, aucun logement accompagné vraiment à la hauteur du drame qui allait se passer. Alors, dans l'importance de la question de santé mentale, je voudrais quand même aussi dire qu'aujourd'hui, quand vous pensez handicap, souvent les gens ils pensent que fauteuil roulant. Bon, ok. Enfin, sur une centaine d'handicapés, il y en a quand même 60 qui sont mentaux. Hein. Donc, 60 qui sont mentaux, peut-être à peu près 50-50 entre déficience intellectuelle et nous, mais on est en train de les doubler. Hein. Ce qui a créé d'ailleurs une panique au niveau des conseils généraux. Hein. Ils ont vu arriver les trucs, ils se sont dit comment on va s'en sortir. Alors, les MDPH, elles donnent des orientations, ok, mais ils ne suivent pas. Il faut que tout le monde ait ça en tête, c'est-à-dire que entre cette personne doit aller dans un foyer d'accueil médicalisé et on va suivre si effectivement la personne y est bien, bon, donc on se débrouille, quoi. Il y a un manque cruel de structure, Donc j'ai resitué un petit peu l'importance des questions de santé mentale. Le deuxième point que j'aborde, c'est qu'est-ce qui est critique et où ça bloque encore. Je pense que ce qui est avant tout critique, c'est la méconnaissance de cet handicap. Je ne vous dirai pas où j'étais la semaine dernière, j'étais au ministère du Logement. Je ne dirai pas avec qui, parce que c'est épouvantable. Et je la voyais pour les questions de résidence accueil. Hein. Bon. En général, j'y vais pas pour des questions de travail avec de convention avec l'Union sociale pour l'habitat ou des trucs comme ça. Non. J'y allais pour des questions de résidence accueil. Et la personne était peu au courant, en fait, des conséquences de l'handicap, de la maladie psychique. Peu au courant. Elle me demandait d'expliquer ce qui était... il y avait une maladie et comment derrière l'handicap se manifestait. Ben, oui, l'handicap se manifeste, vous le savez parce que vous êtes dans le coup. Hein. Ils ont perdu toute leur habilité sociale en fin de compte. Se vêtir l'hiver et l'été, ben, on ne le fait pas de la même façon. Hein. Ah oui, d'accord. Mais... Voilà. Donc je lui ai expliqué un petit peu tous ces codes d'habilité sociale qu'ils avaient perdus entre deux. Tellement ils restent intelligents, mais tellement tout ce qu'ils expriment au niveau du sentiment, tellement ils sont dans un autre monde. Ce qui est critique ou ce qui bloque, ben, par exemple, un truc idiot, quoi. Hein. Les MDPH, ils jaugent et ils définissent un critère de classement. Vous avez le droit à l'AAH, votre taux d'invalidité de temps, etc. Mais ils le font avec quels critères? Avec des critères que leur ont fournis les gens qui ont construit tous ces barèmes. Hein. C'est pas méchant. Les gens de l'APF, moi je les adore. Hein. Les paralysés de France, c'est des gens superbes. Mais ils ont fait tout un référentiel qui ne correspond pas du tout à nos problématiques. Alors, on coche des croix. Cette personne est-elle capable de faire des courses? Bah oui, elle est capable. De faire son lit? Bah oui, etc. Bon, le seul problème, c'est qu'elle est peut-être capable de faire des courses, son lit, de faire la vaisselle et tout, mais elle ne la fait jamais. C'est tout un problème. Oui, mais ils sont notés là-dessus. Et sur le projet de vie, je ne sais pas si vous vous rendez compte,
ils ont déjà du mal à se projeter, souvent dans les 48 heures, de faire un projet de vie. Bon, moi, je ne suis pas opposé à cette réflexion de projet de vie. Automatiquement, il faut être complètement là et les aider. Pardon ? Je pense qu'avec 2 minutes, je pense qu'il faut qu'on fasse un énorme travail au niveau du logement pour les maintenir dans leur logement. On a ce qu'il faut, hein, nous, comme au niveau du travail, pour leur expliquer qu'il faut un référent, qu'il faut informer l'équipe, hein, au niveau du travail, pour qu'ils aient leur place dans le travail, au niveau des soins, pour faire comprendre aux soignants que les familles, c'est des veilleurs au quotidien. Non seulement des veilleurs, mais c'est eux qui peuvent permettre que ces gens ne tombent pas dans la rue. Au niveau des grandes associations caritatives, comment les accueillir ? Comment les accueillir ? Il y a énormément, vous savez, vous connaissez les enquêtes Samantha, l'enquête Samantha de 2009. Entre 33 et 40% des SDF sont nos proches. Voilà, bon, moi je pourrais continuer encore un tout petit peu, non ? Ouais. Alors, j'ai dit maintien dans le logement. En formant en expliquant aux gardiens maintien dans le travail. Ils sont très intelligents, ils peuvent tenir des postes, hein. Je vous assure que c'est vrai. Et en disant aux soignants que la famille est clé, hein, que si la famille s'écroule, ils vont chuter à la rue, ils vont être abandonnés. Hein, ça, c'est clair. Hein. Maintenant, je voudrais terminer là-dessus. Comment faire pour éviter l'abandon ? Il faut, dans toutes les communes, créer des conseils locaux de santé mentale qui évitera de relancer la patate chaude, comme disait je ne sais pas qui tout à l'heure. Il faut qu'autour de la table, il y ait les CCAS, les CMP, les bailleurs sociaux, la gendarmerie, les pompiers, tous les gens qui aujourd'hui peuvent avoir un rôle à tenir pour aider nos proches. Et ça marche. Aujourd'hui, on en a promu dans le 92 un paquet. Et je termine aussi sur une seule chose. En 2005, l'UNAFAM a lancé les groupes d'entraide mutuelle. Aujourd'hui, 377 groupes d'entraide mutuelle. On en a promu donc au moins les 2/3. Et ils accueillent 25 000 personnes. Ils emploient 1,5 ETP par groupe d'entraide mutuelle. Ça fait un paquet. Et ils ont attiré à eux 4 bénévoles par groupe d'entraide mutuelle. C'est là-dessus qu'il faut qu'on se batte, ce que je disais encore ce matin à mon président, pour avancer sur les questions de logement. Voilà. Merci Bruno. Alors ça repose, si je fais des liens avec ce qu'on s'est dit ce matin, des questions de gouvernance. Ça pose aussi des questions d'animation du territoire. Et c'est avec cette question de l'animation du territoire que je vais faire ma transition pour vous donner la parole. Michel Maugan, donc vous êtes directeur du centre Saint-Vincent-la-Nouchaine. Vous gérez entre autres un EHPAD dans le pays de Morlaix, parce que je pense que du coup on parle de territoire, donc ce territoire est important pour ce que nous allons nous dire. Et vous êtes administrateur d'un groupement de coopération gérontologique qui structure une palette graduée d'offres. Donc merci pour votre témoignage. Merci Thierry, et merci aussi à l'UNIOPS de me donner la parole pour effectivement illustrer le parcours de prise en charge des personnes âgées sur un territoire
Alors, vous avez pratiquement tout dit, Monsieur Voyer, parce qu'effectivement, on peut transposer les problématiques que vous identifiez dans le secteur mental au secteur des personnes âgées et des personnes dites à perte d'autonomie, ou je dirais plutôt des personnes qui sont exposées à des situations de handicap. Je vais faire un focus sur deux. Alors, voilà, je vais juste rajouter un élément, mais c'est juste pour montrer mon engagement sur le territoire. Je suis aussi coprésident du Conseil de développement du Pays de Morlaix. C'est la place de la société civile auprès des élus. Et à ce titre, je défends effectivement la place de nos établissements auprès des élus pour que les fonds, notamment et les fonds européens, puissent être redistribués sur nos établissements en direction des personnes âgées du territoire. Alors, je vais faire un focus sur d'abord le Pays de Morlaix. Je ne vais pas faire de géographie, hein, je vous rassure. Et puis, je vais redescendre après au niveau de la communauté des communes de Landivisio. Voilà. Alors, le Pays de Morlaix, c'est 4 communautés de communes, 130 000 habitants, 36 000 personnes de plus de 60 ans. D'ici à 2030, 30% de la population aura plus de 60 ans. C'est un territoire vieillissant. On vient de connaître une grande crise de l'agroalimentaire et c'est vrai que c'est un petit peu le désastre économique. Au sein de ce Pays de Morlaix, nous sommes un certain nombre d'acteurs qui, dès 2008, se sont réunis pour réfléchir à la mise en place de ce qu'on appelle un groupement de coopération sociale et médico-sociale. C'est un outil juridique, hein, mais en gros, c'est un truc qui permet de se retrouver ensemble autour des problématiques d'accompagnement des personnes âgées sur le territoire. Alors aujourd'hui, après 3 ans d'existence, hein, on a notre convention constitutive a été signée en 1er janvier 2011. Et après 3 ans d'existence, on réunit un peu plus de 55 adhérents issus de différents collèges. On a un collège des libéraux parce qu'effectivement, c'est important de les associer et qu'on puisse les aider, nous, professionnels de santé ou direction d'établissements, d'EHPAD, d'établissements sanitaires ou d'établissements d'aide à domicile, qu'on puisse les soutenir lorsqu'ils rencontrent au sein de leur cabinet des situations de cas dits complexes. J'ai entendu dire de cas dits difficiles ce matin. Nous avons donc un collège d'établissements sanitaires avec 4 établissements de santé qui participent activement à la vie de ce dispositif. Le collège des établissements médico-sociaux, ce sont les EHPAD qui, effectivement, ont raccroché les wagons parce qu'il nous semblait important qu'on puisse échanger entre nous sur les problématiques que l'on rencontre au sein de nos établissements. Nous avons le collège des CCAS. Alors, un collège un peu aujourd'hui timide, mais on œuvre activement pour que les CCAS nous rejoignent parce que c'est important effectivement que les élus soient associés à la démarche. Et puis un collège des usagers avec 4 représentants, l'association Parkinson, l'association France Alzheimer 29, des retraités, des syndicats CFDT et autres retraités. Voilà, et le collège des financeurs. Alors, ce groupement a été consolidé assez rapidement par le portage d'un CLIC de niveau 2. Dès janvier, dès le premier mois de constitution, on s'était porté candidat pour porter le CLIC suite à l'appel à projet qui était lancé par le Conseil général. Et nous avions également répondu à l'appel à projet de l'ARS pour porter une MAIA. Et donc, on a été une des premières MAIA constituées sur la région Bretagne avec une mise en œuvre dès le mois de juin 2011. Alors, ce sont des dispositifs intéressants parce que, effectivement, ça nous a appuyé dans notre dynamique d'apporter des réponses adaptées via le dispositif CLIC et puis de prendre en compte les situations dites complexes avec tout un travail d'intégration via les dispositifs MAIA. Donc le but du groupement, hein, de cette organisation, est bien de soutenir la qualité de l'offre médico-sociale. Donc à ce titre, on organise des réunions une fois par trimestre autour de thématiques transversales.
qui touche effectivement aussi bien les CCAS que les établissements de santé ou les établissements médico-sociaux. Ça va être par exemple le recueil du consentement. On coordonne, on promeut et on développe des actions de prévention et d'éducation pour la santé via le dispositif CLIC. Et puis, on développe une prise en charge globale et on soutient toute une action en direction des proches aidants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'on a mis beaucoup de moyens en direction des personnes malades d'Alzheimer et que tout un pan de la population est resté de côté, à savoir tous ceux et celles qui accompagnent les proches aidants, et qu'il y a aujourd'hui lieu d'intervenir et d'intervenir rapidement. Bon, la loi sur le vieillissement a en tout cas consacré quelques lignes là-dessus, et on espère que ce sera suivi des faits. Donc ce groupement aujourd'hui joue un rôle moteur, hein. Il rassemble les partenaires. C'est un outil de coopération au service du réseau des professionnels, et il facilite bien le parcours de prise en charge de la personne âgée. Alors, quelques retours d'expérience après 3 ans d'existence. Ce qu'il y a d'intéressant quand on a commencé à apprendre à se connaître, à dire ce qu'on faisait, à évoquer nos différents projets, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a des appels à projets qui sont lancés via notamment l'Agence régionale de santé, on se réunit ensemble pour voir qui va être le plus à même de pouvoir répondre à cet appel à projet. Donc on a répondu par le biais du groupement à un appel à projet concernant l'installation d'une équipe spécialisée Alzheimer, une plateforme de répit, et on vient là, en juillet dernier, de répondre, disons 2013, de répondre à l'appel à projet concernant le déploiement de la télémédecine, qui associe l'hôpital de Morlaix et 4 EHPAD. Un EHPAD implanté sur chaque communauté de communes, l'EHPAD devenant relais des services d'aide et de soins à domicile, et des autres EHPAD implantés sur la communauté des communes. Et on s'est dit, comme c'est quelque chose qui était expérimental, on va démarrer sur des choses qu'on connaît bien, qu'on sait bien faire, pour lesquelles on a des ressources et des compétences au sein du pays, à savoir les soins palliatifs et tout ce qui touche à la problématique des plaies et escarres. Voilà. Alors, porter aussi une clique et un Maya sous un même toit, c'est intéressant parce que on a une porte d'entrée unique, on a un numéro de téléphone unique. Les coordinatrices de clics repèrent des situations sur lesquelles elles peuvent difficilement intervenir, et c'est un premier lien pour orienter les personnes vers le dispositif Maya. Un autre exemple qui illustre la dynamique du territoire, c'est que par effectivement cette dynamique et la présence de plusieurs partenaires, nous avons, au cours de l'année 2013, travaillé sur une cartographie des activités, et la réalisation de cette cartographie a permis de créer un site internet qui s'appelle Bien vieillir en pays de Morlaix. Et on a, par le biais de ce site internet, accès aux différentes offres de services et d'activités portées par les établissements du pays de Morlaix. Alors c'est très simple, hein, pour un médecin, quand il est dans son cabinet, s'il veut effectivement orienter une personne vers tel ou tel dispositif, il tape le code postal de la personne et il aura accès à toutes les activités, offres des services et d'activités portées sur le lieu de résidence de la personne. Pour les professionnels, ça permet également de mieux orienter les personnes sur le territoire, parce qu'ils vont avoir accès rapidement aux informations qui sont contenues dans le site Internet. Le site Internet est mis à jour régulièrement par la secrétaire du groupement gérontologique, et ça nous permet aussi de faire passer des informations sur l'actualité du territoire. Voilà.
Donc, premier retour d'expérience sur ce qui peut se passer en termes de dynamique à l'échelle d'un territoire qui est le Pays de Morlaix. Le financement du groupement aujourd'hui, en dehors des financements via le Conseil général et l'ARS, on ne reçoit aucune aide de l'État. On est très souvent félicité par nos tutelles de la dynamique engagée, mais la vie du groupement aujourd'hui tient parce que nous sommes un certain nombre de professionnels convaincus de la nécessité de nous retrouver ensemble. Il y a une clé juridique qui est le GCSMS, donc ça nous permet effectivement d'être légitimés dans notre action. Mais effectivement, ça tient grâce à l'engagement de certains acteurs et certains acteurs bénévoles. Voilà. On va redescendre maintenant un petit peu plus dans le pays à l'échelle de la communauté des communes de l'Andivisio. Donc, quelques éléments un petit peu chiffrés. La communauté des communes de l'Andivisio, c'est 34 000 habitants et c'est 6 000 personnes de plus de 60 ans. Dans cette communauté des communes de l'Andivisio, il y a un établissement et une association, puisque effectivement la thématique tourne autour des enjeux pour les associations. Donc je crois que c'est important de préciser que c'est une association qui est l'association Saint-Vincent-la-Nouchaine et qui porte, elle, un certain nombre de services et d'activités. Elle existe depuis 40 ans, donc elle n'est pas toute jeune, elle est relativement mûre. Et la mission de cette association, c'était de répondre aux besoins des personnes âgées sur le territoire d'intervention qui est le Pays de Morlaix, le Pays de l'Andivisio. Voilà. Et cette association, aujourd'hui, gère alors, je vais faire un listing, ça va être un peu catalogue, mais c'est pour aussi illustrer l'intérêt d'avoir un tel catalogue pour pouvoir apporter une réponse adaptée aux besoins des personnes âgées du territoire. On a un hébergement permanent de 194 places qui dispose d'une unité d'hébergement spécialisée Alzheimer de 10 places, un accueil de jour de 6 places, couplé à un dispositif d'aide aux proches aidants. Alors ça, c'est quelque chose d'assez innovant. On n'est pas dans le champ des plateformes de répit telles qu'elles ont été conçues par l'ARS. Nous avions répondu à l'appel à projet, on n'a pas été retenu, mais on s'est dit, c'est pas parce qu'on n'est pas retenu qu'on ne va pas quand même faire vivre cette plateforme d'aide aux proches aidants, et on l'a fait vivre grâce à nos partenaires. Donc on y a installé dans cette plateforme d'aide ou cette maison alors elle s'appelle Maison de l'Aidant. La propriétaire s'appelait Madame l'Aidant. Et voilà, donc on l'a appelé la Maison de l'Aidant pour vraiment soutenir et bien marquer notre action au service des proches aidants. On y accueille le CLIC, la Maya, une halte relais France Alzheimer 29, et tous les collègues du pays peuvent, à l'intérieur de cette maison, animer des activités en direction des proches aidants. Donc ça va être une psychologue de tel établissement qui va parler de la maladie Alzheimer, ça va être le service d'aide et de soins à domicile qui va parler effectivement des aides possibles lorsqu'on est à domicile. Et puis de temps en temps, via nos bénévoles, on fait un goûter crêpes, un goûter choral, etc. Le truc, c'est de faire venir les proches aidants, les sortir de leur isolement. Et puis, un indicateur, un critère qui n'est pas dans les tableaux de bord de la NAP, mais un critère de réussite de notre dispositif, c'est quand on a des proches aidants qui échangent leur téléphone pour se donner rendez-vous pour prendre un café, on se dit, ça y est, il y a quelque chose en tout cas qui est gagné. On les a sortis un peu de leur isolement, ils ont pu échanger, ils ont pu dire que ça leur était difficile. Il n'y a pas obligatoirement de professionnels pour recevoir le fait que ça leur a été difficile, mais ils ont échangé entre eux, ils ont échangé avec des professionnels qui ne sont pas obligatoirement qualifiés pour entendre les aspects un peu psy, mais ils ont déposé quelque part les choses qui leur étaient difficiles. Voilà. Donc, dans le catalogue, on a un service de portage de repas. Donc, on intervient sur les 19 communes de la communauté des communes de l'Andivisio. Ce qui est intéressant, là, c'est qu'on est bien en amont de la prise en charge en structure. Et nos porteurs ou porteuses de repas
elles sont un petit peu outillées et elles peuvent aussi identifier des situations un petit peu à risque et orienter les personnes vers nos dispositifs. Nous avons également une résidence pour personnes âgées autonomes qui existe depuis 2008. Alors là aussi, on est très loin de ce qui peut être présenté via les appels à projets de la CNAV ou dans la loi sur le vieillissement. Nous, on s'est dit, on va créer une résidence. On va être dans un rapport de propriétaire à locataire, mais pas n'importe quel rapport. La résidence pour personnes âgées autonomes, elle est implantée sur le quartier, donc à proximité de l'EHPAD. Et par le biais de cette proximité, on apporte aux personnes accueillies un certain nombre de services et d'activités. Donc ils peuvent bénéficier du portage des repas, ils peuvent venir manger au restaurant de l'EHPAD. Lorsqu'il y a une ampoule à changer, c'est notre service technique qui intervient pour changer l'ampoule. La nuit, lorsqu'ils ont un petit malaise, etc., ils appellent en première intention l'infirmière de l'établissement qui va prendre effectivement les éléments et apprécier la situation et appeler le coordonnateur du centre 15. Donc on sécurise. On sécurise d'autant plus que quand on signe le contrat de bail, on a noté qu'on s'engageait à les intégrer prioritairement dans nos dispositifs. C'est-à-dire que s'il y a une perte d'autonomie, d'abord, on a une convention avec un service de soins d'aide et de soins à domicile, donc première étape. Si effectivement ça nécessite une intervention en accueil de jour, ils bénéficient prioritairement d'une entrée en accueil de jour. Et lorsque la perte d'autonomie est totale, ils sont prioritaires pour entrer dans l'établissement. Donc, comme ils sont voisins de l'établissement, ils apprivoisent un peu l'établissement, les professionnels de l'établissement, et n'ont pas peur d'y entrer. Ils ont d'autant plus, ils sont même devenus bénévoles de notre association. Et la moyenne d'âge des personnes accueillies dans cette résidence est aujourd'hui de 81 ans. Voilà. Donc, voilà dans notre talk. Donc, j'ai parlé des bénévoles qui sont regroupés en association, une centaine de bénévoles, et là aussi, ce ne sont pas n'importe quels bénévoles, ce sont les bénévoles de la commune. Ils ont en moyenne plus de 80 ans, et là aussi, on contribue à animer les personnes âgées du territoire, puisque c'est du lien social, ils se sentent utiles, ils créent du lien aussi social avec les personnes âgées accueillies dans l'établissement. Voilà, alors, au regard je vais faire vite, au regard de ce catalogue, qu'est-ce qui est important? C'est aujourd'hui la diversité de l'offre et la centralisation de la gestion qui facilite l'intégration de la personne, notamment pour les personnes malades Alzheimer ou les personnes en perte d'autonomie. Je ne vous ai pas dit qu'on avait un hébergement temporaire de 27 places également. L'hébergement alternatif pour personnes âgées autonomes est une première réponse au regard de l'évaluation des besoins de la personne. La réponse est graduée. Il y a un seul interlocuteur. On est bien dans le soutien aux proches aidants. Donc on contribue aussi au maintien de la personne à domicile et on aide à l'orientation, à l'intégration des personnes qui dépassent effectivement le cadre des autorisations telles qu'elles sont prescrites pour faire fonctionner nos établissements. Mais là aussi, il faut faire preuve d'innovation. Et puis, l'autre intérêt, c'est qu'on est sur un territoire d'intervention de proximité, parce qu'on est convaincu que tout se joue dans cette proximité. Alors, aujourd'hui, on souhaite aller plus loin. Et notre projet d'établissement a été terminé en octobre dernier. Et on souhaite aujourd'hui élargir notre offre de services et d'activités en mettant en place une gouvernance commune avec le service d'aide et de soins à domicile. Par le biais de cette gouvernance commune, on aura à l'échelle du pays et du pays de l'Andivisio l'ensemble des offres de services et d'activités en direction des personnes âgées du territoire. On aura donc cette porte unique avec une évaluation des besoins de la personne âgée et derrière, cette réponse
graduée d'offres de services et on sera bien dans l'accompagnement du parcours de prise en charge de la personne âgée. Alors ce projet, on va dire qu'il s'oppose un petit peu au projet aujourd'hui du Conseil général du Finistère qui souhaite que les aides à domicile se regroupent. Et nous sommes, nous, convaincus que ce n'est pas dans le regroupement des aides à domicile qu'on va régler le problématique de l'accompagnement du parcours de prise en charge des personnes âgées. Le regroupement des aides à domicile, c'est une logique de regroupement de moyens. On va mutualiser le parc de véhicules, le parc informatique, les ressources humaines, mais on ne va pas être dans l'accompagnement, on ne va pas être dans une animation des problématiques des personnes âgées sur un territoire déterminé et de proximité. Et souvent, quand on est dans le regroupement et dans la mutualisation de moyens, on met à distance plus qu'on rapproche, puisque effectivement, il y a généralement une société mère qui va porter l'ensemble des activités. Et on s'éloigne un petit peu des acteurs du territoire de proximité. Donc nous, ce qu'on défend, c'est bien une animation de territoire de proximité avec une gouvernance commune EHPAD, aide à domicile, pour renforcer et diversifier les réponses aux besoins des personnes âgées. Voilà, donc le parcours ici est ici au service de la stratégie du développement des associations, au bénéfice des personnes âgées. Ce n'est pas le regroupement des structures qui soutiendra le parcours de chacun, mais le regroupement des services et activités encadrant le parcours de la personne âgée dans une logique d'animation territoriale de proximité, en restant bien dans le champ des établissements sociaux et médico-sociaux. La gouvernance commune EHPAD, SIAD, services d'aide à domicile, est peut-être une réponse aujourd'hui au problème de l'aide à domicile sur notre territoire. Alors là aussi, ça s'oppose à la loi sur le vieillissement parce que notre ministre font de l'aide à domicile une des priorités pour 2015 et laisse un petit peu très en arrière la problématique des EHPAD. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est que nous sommes dans un saucissonnage, encore une fois, des choses, alors qu'on doit être dans une approche beaucoup plus systémique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Michel, merci pour ce témoignage. Je vais vous faire votre promotion au cas où les personnes ne l'auraient pas, parce que lorsqu'on a échangé, on a parlé aussi de l'importance d'avoir pour les personnes une communication adaptée. Vous avez rappelé le site que vous avez, enfin que votre groupement a construit, qui s'appelle Bien vieillir dans le pays de Morlaix. J'étais bien discipliné, je suis allé le voir, et donc j'invite toutes les personnes qui sont dans la salle à faire, là en tout cas, la même chose, d'aller consulter cet outil qui montre aussi comment on peut s'inscrire dans la modernité, même si moi je ne m'inscris pas là en philosophie. Donc Robert Lafort, je vais vous donner la parole pour que vous puissiez nous apporter un éclairage. Je crois qu'il répond beaucoup à ce que vous nous avez apporté ce matin aussi, entre la distanciation en tout cas qu'on portait entre j'allais dire le sommet ou le national, et comment aujourd'hui on s'inscrit aussi vraiment dans l'inscription territoriale. Oui, bon, je vais aller très vite parce que je suis discutant, mais j'ai rien à discuter dans la mesure où ce sont des témoignages et les choses qui ont été dites remportent mon agrément très, très globalement, donc j'ai pas de discussion. Simplement, au travers des deux témoignages qui ont été apportés ici, finalement, il y a deux questions qui me semblent ressurgir, et en montant un peu en généralité, je voudrais les poser. Alors évidemment, la plus importante, c'est la notion de territoire, donc surtout votre expérience, mais vous aussi, monsieur, vous avez en fait abordé, évoqué même le terme, cette notion de territoire, dont je disais ce matin qu'elle est pour l'instant une notion qui marque plus un problème que ça n'apporte de solution, sauf que, en quelque sorte, les solutions commencent à s'inventer, on a tenté de les inventer depuis déjà un certain temps. Alors on voit bien au fond que peut-être
ce qui se joue dans les territoires, étant entendu qu'il serait vain, à mon avis, de vouloir chercher derrière les territoires une sorte de substance préétablie. C'est toute la question des limites des territoires. Vous voyez, est-ce que ce territoire est pertinent, etc. Bon, aucun ne l'est, tous le sont. Tout territoire est une convention, c'est-à-dire un accord pour tracer des limites. Donc je ne crois pas qu'il y ait des territoires plus pertinents que les autres. Enfin, pourquoi passe-t-on dans notre système d'administration publique, après avoir éradiqué les vieux terroirs de la France, parce qu'autrefois, sous l'Ancien Régime, les territoires, c'est les terroirs. Hein, et puis on a éliminé les terroirs et on a mis en place des circonscriptions administratives, ce qu'on appelait locales. Hein, c'est-à-dire des lieux où l'État se projetait depuis le centre. Une carte qui était découpée par le centre. D'ailleurs, la carte qu'on a, les départements notamment, vous le savez, c'est un coup de force arbitraire du pouvoir révolutionnaire qui a redécoupé le territoire de façon totalement arbitraire, en fabriquant des départements qui n'avaient aucune existence. C'était un acte de pouvoir, du pouvoir central, qui assignait les gens à des espaces. Mais ça n'était pas trop gênant parce que la tradition, je le disais ce matin, la tradition républicaine française, ça a été au fond que l'État central se projette sur des territoires, et puis ces territoires, il leur donne une petite vie sous forme de collectivité locale qui consiste en fait à ce qu'on articule au pouvoir central descendant le préfet et les directions départementales, parce que c'est dans les années 60 que tout cela s'est configuré de façon formidable, avec les grandes directions départementales. Donc on met face au préfet, d'ailleurs c'était la structure du département jusqu'en 82, on met face au préfet une assemblée de notables, et ces notables, ils sont là pour discuter un peu la règle, pour qu'on ne les embête pas trop, et ils passent alliance avec le préfet pour que leur élection soit assurée, parce qu'ils vont faire tomber l'argent du niveau national, puis ils vont discuter les adaptations des normes qui sont un peu gênantes. Voilà ce que c'était que les collectivités locales. Et la collectivité locale dominante, c'est le département, pour cette raison que c'est le fondement même de ce système. Pourquoi c'est une véritable révolution copernicienne que de supprimer les départements ? Parce que c'était le fondement du modèle républicain. Alors maintenant, on parle de territoires, ce ne sont plus des circonscriptions administratives. C'est à mon sens, c'est ce que vous avez bien montré, ce qui se cherche, qui est à inventer, c'est, disons, de fabriquer des sortes d'espaces dans lesquels il y a une sorte de sentiment d'une communauté de destin, c'est-à-dire le sentiment d'une interdépendance. Et justement, c'est ça qui fait que le territoire, c'est plus du tout la circonscription administrative, parce que la circonscription administrative, elle peut se contenter d'une projection du centre avec la politique sociale, la politique économique, la politique éducative, la politique culturelle. Et ces politiques n'ont aucune raison de communiquer parce que leur logique est descendante. C'est pourquoi on a les mêmes collèges partout en France, on a construit les mêmes routes, les mêmes ZUP, les mêmes ZAC, etc. Parce que c'est l'État central. Maintenant, ça s'est terminé. L'interdépendance, c'est en fait construire des espaces dans lesquels le sentiment d'appartenance se traduit par le fait que ceux qui gagnent sur le territoire sont condamnés ou sont sollicités pour prendre en compte ceux qui perdent. Que l'on sait qu'on doit vivre ensemble. Donc on doit se coltiner ceux qui ne nous plaisent pas, ceux qui nous ennuient. Et il faut en faire quelque chose. Et c'était un peu les gens dont vous parlez. Ils nous ennuient. Il faut en faire quelque chose. Et c'est là qu'on va décider. On ne peut plus attendre que l'État nous dise « ceux qui vous ennuient, on va vous les tirer de là et on vous les mettra dans l'hospice, dans ceci, dans cela. » C'est fini. Il faut vivre avec. Donc créer des lieux où il y ait une interdépendance entre ce qui fait le succès d'un espace et ce qui fait son échec. Le fait qu'une politique d'urbanisme, et Bordeaux, j'en suis bien placé pour le dire, une politique d'urbanisme conquérante qui valorise une ville, produit des effets de surenchère des coûts de l'immobilier et chasse des populations. Donc dans l'ancien système, quand on chassait la population, on l'en mettait en périphérie dans la ZUP. Mais c'est plus possible. Il faut se la coltiner dans le territoire, c'est le cas de le dire. Donc comment est-ce qu'on intègre les divers éléments d'une vie collective pour qu'en fait il y ait ce que la philosophie de base du modèle républicain qu'on a trop oublié, me semble-t-il, parce qu'on l'a transformé dans une sorte de discours moral, ce que la philosophie républicaine appelait la solidarité, c'est-à-dire l'interdépendance. Le succès des uns se paye par l'échec des autres. L'échec des autres doivent être compensés par un effort de ceux qui ont le succès pour le prendre en compte. Dans une école, le succès de ceux qui réussissent trie ceux qui ne réussiront pas et qui seront éliminés. Les bons fabriquent les mauvais. Comment est-ce qu'on prend en compte ce phénomène ? Donc un territoire, ou ce qu'on appelle territoire, c'est la capacité à nommer
à nommer ces réalités. C'est pour ça que je pense que, vous l'avez indiqué, dans l'action sociale, non seulement ça suppose un décloisonnement de l'action sociale, mais évidemment une ouverture de l'action sociale vers les champs qui sont la création d'activités économiques, le dynamisme, la capacité des jeunes à s'investir, la façon dont on forme les jeunes. Autrement dit, il ne faut plus une société dans laquelle on a le système où vous avez le moteur et puis les pots d'échappement qui trient les ratés du moteur et ce qui en sort et qui n'est pas correct. Puis chaque pot d'échappement se débrouille avec les rejets, en quelque sorte. Mais il faut repenser le moteur pour réintégrer dedans l'ensemble des problèmes. Donc pour moi, la notion de territoire, c'est ça. Et vous l'avez bien dit, alors la question des bénévoles, etc. Les bénévoles, ce n'est pas des gens dont il faut plaindre parce qu'ils ne sont pas payés, parce qu'ils sont bénévoles. Les bénévoles, c'est des gens qui participent à quelque chose parce que c'est un projet qui les intéresse. C'est un projet territorial qui les intéresse. La question n'est pas d'aller chercher des gens qui veulent bien s'occuper des autres. C'est des gens qui veulent bien s'occuper d'eux-mêmes et en s'occupant d'eux-mêmes parce que c'est intéressant, ils s'occupent des autres. Je pense que tout le problème de nos territoires, c'est ça. Et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais ce matin, les associations, c'est une fabrique à créer de l'interdépendance, à assumer de l'interdépendance. Alors naturellement, avec les deux phases, parce qu'on valorise l'une, coopération, bien sûr, on coopère, on est tous gentils les uns avec les autres, mais aussi conflit, parce que dans un territoire, tout le monde n'a pas les mêmes intérêts. Donc nécessité à passer des compromis qui font que tout le monde ne sera pas satisfait, qu'on ne va pas satisfaire tout le monde. Il va y avoir et ceux qui payent plus vont devoir payer plus, etc. Donc, tout un tas d'équilibres à trouver. À mon sens, par rapport à l'exemple, et notamment au pays de Morlaix, on est dans cette tentative de réinstituer des espaces, vous voyez, d'interdépendance assumée, comprise et construite entre des acteurs qui essayent de prendre en compte la complexité d'une situation et de mettre en relation les éléments qui la constituent. Voilà. Autrement dit, forcer tous les citoyens que nous sommes, moi le premier bien sûr, à monter en généralité, à sortir de nous-mêmes pour nous projeter dans la conception de l'intérêt commun, en quelque sorte. Voilà pourquoi les associations ont un rôle important, puisque c'est l'utilité sociale. Mais alors l'utilité sociale, qui va l'inventer ? Les gens qui vont y réfléchir et se dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut s'organiser pour agir. Voilà ce que c'est qu'un territoire, à mon avis. Alors après, les limites, on ne va pas les changer, elles sont héritées, car tout territoire se construit, sauf pendant la Révolution, mais on n'en est pas là encore, où on a pu créer des nouveaux territoires, mais en général à partir des territoires qui existent, parce que l'avenir est toujours dépendant du passé, c'est une retraduction du passé, une reconstruction, à partir de l'héritage. Donc on ne va pas réinventer, mais il faut réinventer le contenu, la substance. Voilà. C'était le premier thème qui m'a beaucoup frappé dans ces exposés. Et alors le deuxième, c'était, me semble-t-il, on revient un peu à la table ronde de ce matin, c'est que quand on parle des personnes qui ont des difficultés psychiques ou des personnes âgées frappées d'Alzheimer, ou ce matin des enfants incasables, vous voyez, qui ne tiennent aucune institution sociale, qui ne respectent aucune règle, etc. On a affaire, disons, dans la société à des cas limites, c'est-à-dire des gens qui n'acceptent pas les normes sociales ou qui n'ont pas la capacité de les jouer comme les autres. Donc ce sont des cas limites. Ce sont des gens, mais l'action sociale a été faite pour ça. Ce sont des gens qui n'ont pas la disposition d'eux-mêmes, en quelque sorte, pas intégralement. Et alors ce qui me frappe, c'est que quand on parle de parcours, puisque c'est le thème, on est obligé d'affronter une aporie, une difficulté fondamentale quand on a une personne handicapée, un adulte qui a des problèmes de santé mentale, etc. Une aporie, une difficulté, une tension, c'est qu'il faut à la fois le reconnaître comme une personne pleine et entière, et en même temps, il y a certaines choses que la société lui impose parce qu'elle veut le protéger, parce qu'elle veut protéger les autres contre lui. Et donc il y a une atténuation de ses droits. Donc il y a une articulation inévitable, une sorte de tension structurante en protection de l'enfance, dans le champ des personnes âgées, entre ces deux dimensions, la norme sociale, vous voyez, qui s'impose à tous, et qui comporte une dose de protection, mais aussi une dose de contrainte, et puis la pleine aptitude de la personne, au maximum en tout cas, à être quelqu'un qui vit parmi nous, en quelque sorte, qui a sa place parce qu'il vit parmi nous. Et je pense qu'avec les parcours,
on est en train d'essayer de retrouver le niveau où ça se négocie. Ça. Et en fait, ce niveau, c'est au niveau de l'individu lui-même. On lui fait passer un contrat, on lui demande d'avoir un projet de vie, et ce qui se négocie, c'est ça. C'est comment assumer une situation qui n'est pas une situation d'autonomie pleine et entière, par définition, qui peut même être une situation qui requiert des protections et des limitations, tout en donnant le maximum de place à la personne. Et ce ne sont plus les institutions globales qui l'organisent, c'est le colloque interindividuel, en quelque sorte, entre l'opérateur social et la personne prise en charge. Mais pour que l'opérateur social s'en sorte, évidemment, c'était dit ce matin aussi, il ne faut pas qu'il soit tout seul, il faut qu'il représente une institution. C'est-à-dire que ce qu'il fait soit vivifié, appuyé, arc-bouté sur des équilibres qui ont été pensés collectivement. Ce n'est pas une projection de lui-même, pas uniquement. Voilà, je pense que le parcours pose la question, pour résumer, du territoire, et puis pose la question de la nouvelle articulation entre le sujet, la personne prise en charge, appelons-le l'usager si vous voulez, et les structures qui le prennent en charge, puisque c'est dans le contact direct que va se jouer l'établissement des normes entre l'usager et la structure sociale. Merci Robert Lafaure pour cette analyse ou cette prise de distance.